Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition de notre journal. Nous commençons avec l'armement nucléaire de la République populaire démocratique de Corée. Le pays a fait savoir qu'elle avait conduit son premier essai de bombe à hydrogène ce mercredi. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé le même jour que Beijing condamnait avec fermeté le dernier essai nucléaire mené par la RPDC. Madame Roy a ajouté que la Chine était depuis toujours favorable à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous l'écoutons. La Chine a une position ferme et claire sur cette question pertinente. Il s'agit de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de prévenir la prolifération nucléaire, de manière à maintenir la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est. Nous demandons instamment à la RPDC de respecter son engagement de dénucléarisation et de cesser de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation. Maintenir la paix et la stabilité de la péninsule et de la région préserve ainsi les intérêts de toutes les parties. La Chine favorisera avec insistance l'objectif de dénucléarisation et reste attachée au dialogue dans le cadre des pourparlers à 6 pour une résolution de la question. La porte-parole a ajouté que le développement appelle à un effort accru de toutes les parties pour promouvoir une reprise rapide des pourparlers à 6. Enfin, la diplomate chinoise a fait savoir que les autorités environnementales chinoises surveillaient la situation pour détecter tout risque radioactif possible le long de la frontière chinoise avec la RPDC. Les autorités contrôlent et mesurent l'impact de l'essai de la bombe de la RPDC. Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans la partie chinoise. Le département chinois de l'environnement étudie maintenant de près les données en question. Il effectuera des tests de radioactivité pour évaluer la situation avant de communiquer les résultats au public. Le ministre de l'Intérieur du Bahreïn a annoncé l'arrestation de membres d'une cellule terroriste. Selon les informations du ministère, la cellule prévoyait une série d'attentats à la bombe. Les responsables de ce groupuscule étaient en contact avec des individus suspectés d'être impliqués dans l'explosion qui a tué 2 personnes et en a blessé 6 autres en juillet dernier à Manama, la capitale du pays. Les individus arrêtés ont apparemment voyagé en Iran et ont reçu un soutien financier de la part des corps des gardiens de la révolution islamique. Ils auraient également rencontré des membres haut placés du Hezbollah afin d'effectuer des rapports de manière régulière. Ce n'est pas la première fois que le Bahreïn accuse l'Iran d'alimenter l'instabilité du pays, mais l'Iran nie toute responsabilité. Le flux entrant des migrants pose une menace au futur de la zone européenne sans passeport de Schengen. Tandis que les États membres demeurent divisés sur les solutions à la crise, la chancelière allemande Angela Merkel dit vouloir juguler le flux entrant de migrants dans l'Union européenne, tout en gardant les frontières ouvertes au sein du bloc. Pour le moment, nous voyons des attitudes divergentes chez les États membres. Il est très important, selon moi, que l'on parvienne à une réduction notable du flux des réfugiés, à la fois en s'attaquant aux causes de la migration, mais aussi à travers des mesures nationales. Par exemple, en améliorant le rapatriement des demandeurs d'asile déboutés et en même temps en préservant la liberté de circulation des gens au sein de l'Union européenne. Les remarques de Mme Merkel interviennent après que le ministère de l'Intérieur a dit que le pays a enregistré environ 1 100 000 demandeurs d'asile en 2015. Selon le ministère, les réfugiés fuyant la Syrie en proie à la guerre constituent environ 40% des nouvelles arrivées. Les Afghans sont le deuxième groupe le plus important. Afin d'enregistrer, de loger et de nourrir les nouveaux arrivants, le gouvernement allemand a dit qu'il augmentera de 4 000 personnes le personnel de son office des migrations en 2016. Il fournira aussi une aide mensuelle aux demandeurs d'asile. Ce jour marque le premier anniversaire de l'attaque terroriste mortelle qui a eu lieu à Paris, au cœur de la rédaction du magazine satirique français de Charlie Hebdo. En souvenir de cette tragédie, l'hebdomadaire a sorti un numéro spécial. Certains lecteurs ont déclaré acheter le magazine comme un acte de défi. C'est le 7 janvier 2015 que des terroristes ont attaqué les bureaux parisiens de Charlie Hebdo, tuant 12 des principaux membres de la rédaction. Davantage de victimes ont été dénombrées au cours des jours qui ont suivi cet attentat, des actions revendiquées par Al-Qaïda dans la péninsule arabique.
Un an plus tard, les Parisiens se souviennent des victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo. Tous les gens ont changé, on se sont adaptés à la menace terroriste parce que on fait attention à tout. Avant, on était un peu relâche. Maintenant, on fait attention à tout ce qui se passe autour de soi. Faut pas se cacher, hein. Au contraire, on reste debout, on se lève et on continue à vivre pour leur montrer qu'on est plus fort qu'eux encore. L'attentat ayant pris pour cible Charlie Hebdo n'était que le début d'une vague de terreur qui a touché l'Hexagone en 2015. En novembre, Paris subissait davantage de violences avec une série coordonnée d'attaques à main armée et d'opérations suicides dans des bars et dans la salle de concert du Bataclan. En tout, ce sont 130 personnes qui ont perdu la vie et 350 autres qui ont été blessées. Face à de tels actes, la France s'est engagée à prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de sa défense. Parmi les décisions prises, on note celle annoncée par le président François Hollande consistant à créer plusieurs milliers d'emplois liés à la sécurité. Le dirigeant français a par ailleurs décidé une augmentation budgétaire pour la sécurité. Le président a de plus déclaré l'état d'urgence pour une durée de 3 mois à la suite des attaques perpétrées en novembre. Cependant, des experts de la défense affirment que le pays fait l'objet d'une menace permanente et qu'il faut faire plus. L'état d'urgence, comme son nom l'indique, ne règle que les problèmes urgents. Or, le terrorisme n'est pas un problème urgent, il est un problème à la fois sur la durée et récurrent. Donc il va falloir très très vite que le gouvernement français se mette au niveau tant sur sa politique que sur sa stratégie, que peut-être aussi sur ses moyens pour appréhender les nouvelles menaces. Et là, ce ne sera pas l'état d'urgence qu'il faudra, mais ce sera une véritable urgence à penser la menace terroriste. Passons maintenant aux performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont fermé prématurément jeudi, juste après leur ouverture, après un nouvel effondrement de plus de 7% qui a déclenché un mécanisme disjoncteur automatique et après l'annonce officielle d'une baisse du yuan, la plus forte depuis août. C'est la deuxième fois cette semaine que s'active ce mécanisme. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3270,71 points, en baisse de 7,04%, et l'indice des actions B a clôturé à 378,81 points, en baisse de 7,33%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2047,66 points, soit une baisse de 8,26%. L'indice des actions B a clôturé à 1219,73 points, en baisse de 4,12%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a chuté de 2,33% jeudi, quatrième séance de repli d'affilée, affectée par les places chinoises, la baisse des cours du pétrole, la hausse du yen et les craintes géostratégiques accentuées par l'essai nucléaire conduit par la Corée du Nord. À la clôture, le Nikkei 225 a affiché une perte de 423,98 points à 17 767,34 points, son plus bas niveau de la fin de journée depuis début octobre 2015. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. La chute continue du rapport entre le yuan et le dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tous deux fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Et il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7. Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des 3 derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché.
Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La Banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devises étrangères du renminbi onshore et offshore montre que la Banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devises étrangères connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. Et la fluctuation du taux de change du yuan impacte également la vie des gens ordinaires. Reportage. La dépréciation du yuan affecte les Chinois qui se rendent à l'étranger, car le taux de change du yuan face au dollar est approximativement le même qu'il y a 4 ans. Auparavant, le yuan était fortement apprécié. Pour les investisseurs, le dollar actuel est devenu un placement de premier choix. Je suis revenu la semaine dernière et j'ai regardé le taux de change du yuan. Je souhaite acquérir des actifs en dollars dans le but de conserver de la valeur. Son taux d'intérêt annuel est de 1,5%, similaire au taux de dépôt du yuan, mais plus bas que les autres fonds et les produits de gestion du patrimoine. J'en achète en grande partie en raison de l'appréciation du dollar et de la dépréciation du yuan. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt en décembre dernier et le dollar se trouve dans une phase de hausse, alors que le yuan se trouve dans une phase de baisse. Les actifs en dollars sont de plus en plus attractifs. Des experts conseillent aux touristes chinois de se rendre en Europe plutôt qu'aux États-Unis, estimant que c'est le bon moment d'acheter des euros. Les voyageurs souhaitant faire des achats à l'étranger peuvent également se rendre au Japon ou en Corée du Sud, où les taux de change s'avèrent plus intéressants. Mais au niveau des investissements, les experts estiment que le dollar demeure très attractif car il devrait s'apprécier encore davantage. L'Égypte a annoncé que les touristes chinois n'auront plus besoin de faire de demande de visa sur le sol chinois. Il leur sera directement délivré à l'arrivée. L'objectif est d'accroître le nombre de touristes chinois et de reconstruire l'industrie du tourisme, un élément essentiel de l'économie égyptienne. Depuis 2011, le secteur souffre des conséquences des troubles politiques. La Chine constitue le plus grand marché touristique dans le monde. Près de 100 millions de Chinois ont voyagé en 2015. Cependant, seulement 90 000 sont allés en Égypte. L'Égypte attend plus de touristes en 2016. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Aviation. Je pense qu'une déclaration sera bientôt publiée annonçant les nouvelles mesures. Nous valorisons nos partenaires économiques chinois, nous voulons renforcer nos relations et construire de là. Dans le cadre de la stratégie globale, les autorités égyptiennes ont simplifié les procédures d'obtention de visa pour les Chinois. Cela veut dire que le visa leur sera délivré à l'arrivée. Nous avons déjà lancé 3 vols directs reliant l'Égypte à 3 villes chinoises. Nous employons des Égyptiens qualifiés qui parlent et comprennent le chinois et comprennent aussi les besoins des touristes et de la culture chinoise. Nous nous adaptons pour répondre aux besoins des touristes chinois en Égypte. Qu'est-ce qui distingue les touristes chinois? La réponse est le tourisme culturel. Ils aiment visiter les temples, les sites archéologiques et les pyramides. Les touristes chinois nous permettent de combler l'écart. Ils font du tourisme culturel et non du tourisme ludique, comme certains qui ne vont qu'à la plage. Le touriste chinois vient ici pour visiter des monuments, comme Luxor et Aswan, qui sont des sites très importants pour l'ensemble du secteur touristique égyptien. Ce mois-ci, le tourisme sera à l'ordre du jour dans les négociations entre les responsables égyptiens et chinois. Les experts espèrent que les accords signés participeront à la relance de ce secteur en difficulté, qui est de plus la principale source de revenus pour l'Égypte. Les responsables du tourisme en Ouganda espèrent augmenter les revenus du secteur en promouvant le tourisme intérieur, mais cela survient après que le secteur a échoué à atteindre ses objectifs d'arrivée l'an dernier. Le Conseil du tourisme a fixé un objectif plus haut d'1 500 000 touristes pour 2016. L'Ouganda s'était fixé l'objectif d'1 million de visiteurs en 2015, mais celui-ci n'a pas été atteint. Nous avons souffert d'une vague d'attaques terroristes dans la région. Nous avons aussi eu le défi de la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest et sans doute que le monde occidental a pensé que cela concernait toute l'Afrique.
Malgré les défis, l'Agence d'État du tourisme en Ouganda est confiante que cette année, l'objectif des 1 500 000 touristes est atteignable. Outre ses ressources traditionnelles de touristes, les États-Unis et l'Europe occidentale, le pays exploite le potentiel d'autres marchés, tels que la Chine. Comme de nombreux autres pays africains, la plupart des revenus du tourisme en Ouganda provient des visiteurs étrangers. Ce qui signifie que lorsque les arrivées de touristes étrangers baissent, le secteur est lourdement touché. Donc l'Ouganda dit que 2016 est aussi l'année pour promouvoir le tourisme intérieur. Avec une augmentation de la classe moyenne, le gouvernement espère stimuler le tourisme domestique. Nous pensons maintenant qu'il y a une masse critique d'Ougandais avec des ressources qui peuvent consommer nos propres produits. Les opérateurs disent que les forfaits de tourisme disponibles ne sont pas abordables pour de nombreux Ougandais. Nous devons proposer des logements avec des prix libellés en monnaie locale pour que les Ougandais s'aperçoivent qu'ils peuvent se les permettre. Les Ougandais ne comprennent pas encore pourquoi ils devraient dépenser autant pour des vacances. Ça, c'est le rôle de la publicité. Les attractions touristiques les plus populaires en Ouganda sont les parcs nationaux. Le défi est que la plupart d'entre eux sont situés à des kilomètres de la capitale Kampala, ce qui augmente les coûts du transport. On espère que la promotion du tourisme domestique et l'augmentation des visiteurs étrangers susciteront la reprise du secteur en 2016. Le plus grand salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public, le Consumer Electronics Show, ou CES, a ouvert ses portes à Las Vegas. Lors de cet événement, plusieurs milliers de produits utilisant les dernières technologies sont d'habitude présentés. Reportage. On l'appelle le Salon mondial de l'innovation. Pas moins de 200 000 visiteurs sont attendus lors du CES de cette année. La liste des PDG des entreprises du Fortune 500, les dirigeants des détaillants les plus importants seront représentés ici. C'est pourquoi tant de constructeurs automobiles sont ici, car chaque entreprise fait partie du domaine technologique. Toutes veulent observer les tendances et les vendeurs viennent ici pour voir l'interaction entre le contenu et la technologie. Cette interaction a lieu avec les géants de l'arrière-garde technologique comme Sony. Le japonais a en effet signé un partenariat avec une marque plus jeune. Le site web d'hébergement vidéo YouTube fournit des espaces équipés de caméras 4K à ultra haute définition de Sony. Des appareils qui permettent aux amateurs de réaliser des vidéos de qualité professionnelle. Au cours de la seule année dernière, plus de 25 milliards d'heures de contenu 4K ont été visionnés sur YouTube, un chiffre qui explose à l'heure actuelle. Nous sommes donc très enthousiastes pour voir jusqu'où cela va aller. Sony apporte de la connectivité dans tous les domaines de la vie. En me couchant, je peux utiliser cet appareil pour contrôler cette ampoule d'où sort un son en stéréo. Ce verre haut-parleur vibre pour produire un son à 360 degrés. Quant au nouveau projecteur de Sony, il projette une image de 2 mètres sur n'importe quelle surface. Les entreprises technologiques chinoises font également forte impression au CES. De son côté, Huawei a présenté 4 nouveaux articles, parmi lesquels 2 montres connectées destinées aux femmes et le smartphone Mate 8, dont l'autonomie est supérieure à 2 jours. Le Mate 8 possède également une caméra de 16 mégapixels affichant un indicateur de beauté qui aide à saisir la meilleure image. Si je veux prendre un selfie, je n'ai plus à faire ça. Tout ce que je dois faire, c'est toucher un bouton à l'arrière du téléphone et c'est tout. Dans le groupe de la grande distribution, nous investissons environ 70% de notre budget recherche et développement. C'est vraiment unique. Cette entreprise est dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi on compte tant d'innovations. Les entreprises chinoises sont présentes au CES. Elles ne sont pas seulement venues en nombre, mais offrent aussi un éventail plus large de produits, des téléphones aux drones, en passant par les télévisions entre autres. Les technologies connectées sont conçues pour apporter du confort aux utilisateurs. Découvrons ce que ces technologies ont de plus à offrir. Les objets électroniques, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs, grignotent de plus en plus le temps des utilisateurs. Les gens ont plus d'appareils, de comptes utilisateurs et de données à gérer grâce à ces gadgets censés simplifier nos vies. Les experts déclarent que les gens veulent être connectés et que cela commence depuis chez eux. Les études menées par la société immobilière Coldwell Banker montrent que les consommateurs veulent être capables de contrôler leur sécurité, la température et tout le reste depuis leur téléphone ou leur tablette, des fonctionnalités qui devraient être de base sur les smartphones. Imaginez être allongé et être capable de diminuer la lumière tout en surveillant ce que font les enfants ou en démarrant la machine à café.
L'une des choses que nous pensons que les consommateurs désirent est de pouvoir intégrer ces éléments sans effort en toile de fond. Dans une maison intelligente, nous ne pensons pas que les gens veulent s'embarrasser tout le temps avec leur smartphone. Nous préférons disposer d'un thermostat intelligent qui s'ajuste en fonction des mouvements. Et de nombreux utilisateurs se demandent si une maison connectée implique un coût élevé. Et tout comme les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes étaient chers quand ces produits sont les premiers arrivés sur le marché, puis cela a décliné avec le temps. Alors, est-ce que les consommateurs devraient attendre que les maisons intelligentes deviennent plus accessibles au cours des 5 ou 10 prochaines années? La connectivité et les bas prix de la fabrication des objets vont nous fournir une myriade de nouvelles opportunités et de matériel, qu'il s'agisse d'un objet connecté, de jouets connectés ou portables. Nous pensons que le matériel est facile à faire et les gens n'en veulent pas à moins que ce soit facile à intégrer sans effort dans leur vie. Si nous utilisons une maison connectée par exemple, si vous avez une serrure connectée à votre porte, si cela facilite vos entrées et sorties, il faut alors trouver un bon usage à cela sans s'embarrasser. Les entreprises comme Apple, Samsung et Microsoft travaillent furieusement en vue de développer des maisons intelligentes et répondre ainsi à la demande croissante des consommateurs. Et certains experts estiment que les maisons connectées verront leur prix baisser, et ce rapidement. Et c'est sur ce reportage que nous nous quittons. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 1h30 pour un nouveau journal.